Quels sont donc les objectifs qui peuvent influencer notre modélisation? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord mettre en dualité certaines finalités. Déjà, souhaitons-nous modéliser l'existant, que l'on appelle plus communément as is, ou la cible, to be? Si l'on prend l'existant, que voulons-nous montrer? La clarification du rôle de chacun, les circuits de communication, les points de contrôle, les points de blocage, les risques ou autres dysfonctionnements? La cartographie de l'existant prend toute sa valeur lorsque sont explicitement et efficacement montrés ou démontrés les éléments qui répondent à notre objectif. Ensuite, pour la cible, souhaitons-nous optimiser l'automatisation, la relation client, les points d'inefficience ou encore les contrôles de non-conformité? En BPMN, ces objectifs se traduiront par des choix de modélisation dont voici quelques exemples. Tout d'abord, le choix du niveau de détail. Pour un même processus, le nombre d'activités peut par exemple varier de 4 à 5, voire jusqu'à des dizaines. Il s'agit ici de positionner le curseur entre l'intérêt, la cohérence de votre diagramme par rapport à votre objectif et celui de la lisibilité, de la clarté. On pourra également juger la pertinence de détailler ou non certains sous-processus. Ensuite, on retrouve par exemple la sélection des exceptions à représenter. Vous savez qu'on commence généralement par modéliser le chemin parfait et qu'on rajoute progressivement les exceptions, c'est-à-dire les séquences du processus qui représentent des ensembles d'actions réalisées lorsque tout ne se passe pas dans l'idéal. Gérer les exceptions alourdira très rapidement un diagramme. Il faut donc que cela soit justifié par l'objectif. Présentons maintenant la définition de la collaboration, sous forme de piscines différentes ou de couloirs dans une même piscine. Nous rencontrons régulièrement ce choix cornélien de décider de représenter plusieurs acteurs dans une même piscine ou non. L'impact sera important puisque l'échange entre deux piscines ne peut se faire que par des messages, ce qui peut, en fonction des cas, être très pertinent à montrer ou venir fortement surcharger le modèle. Enfin, notons le choix du niveau de granularité. Le processus traite-t-il de la gestion d'un objet? Il y aura alors autant d'instances du processus qu'il y a d'objets dans l'organisation. Par exemple, la gestion d'une commande dans le processus sera déclenchée à chaque fois qu'une commande est réalisée. Ou alors, le processus traite-t-il d'un lot d'objets, comme la gestion des factures, en bloc, tous les lundis matins par exemple. C'est d'ailleurs une erreur fréquente de modélisation qui consiste à déclencher une instance de processus pour un objet de gestion en faisant l'amalgame pour certaines activités définies en traitement par lot. Autre dualité. Souhaitons-nous obtenir une représentation conceptuelle du processus ou une représentation exécutable qui sera implémentée dans le système d'information? Dans le premier cas, on souhaitera obtenir un modèle clair et compréhensible par tous, alors que dans le second cas, on s'attachera à définir très précisément un processus sans ambiguïté, sans incertitude, afin qu'il soit implémentable dans le système d'information. En effet, lorsque la description du processus est destinée à des personnes, on fait généralement le choix de simplifier la représentation pour des raisons de lisibilité, en ne modélisant pas tous les cas possibles ou en regroupant des lots de tâches dans une seule et même activité qui n'est pas détaillée par exemple. On fait confiance aux compétences des acteurs pour réagir aux aléas, aux urgences non modélisées. La maîtrise professionnelle autorise une modélisation plus intuitive, ouverte, adaptable, laissant une véritable place à la prise d'initiative des acteurs. En opposition, si le processus doit être exécuté et automatisé, alors il nécessite une modélisation plus stricte et rigide, présentant des détails qui ne sont intéressants que pour l'implémentation et en supprimant d'autres. Par exemple, dans un système d'information, ce qui est purement manuel n'existe pas. Il faut donc réfléchir à la définition de ce type de tâches qui, si elles ne peuvent faire l'objet d'une automatisation ou du moins d'une interface avec le système d'information, doivent trouver une forme de représentation adaptée. Aussi, les exceptions, qui sont généralement laissées de côté dans une version conceptuelle, doivent être représentées dans une version exécutable. En effet, contrairement à un humain qui peut faire preuve d'adaptabilité, une application a besoin de connaître toutes les issues possibles à une situation sous peine de rester bloquée.
On fait référence ici aux exceptions métiers, le cas qui arrive dans 2% des cas, mais aussi les exceptions liées aux erreurs d'exécution d'une tâche automatique. Quand ça plante, comme on dit. Cela concerne également les processus ad hoc, qui, bien que très utiles d'un point de vue organisationnel, doivent être formalisés en termes de workflow s'ils doivent faire l'objet d'une implémentation. Il faut également préciser les données en entrée et en sortie, les objets ou variables manipulés, exprimer formellement les conditions des passerelles ou des activités multi-instances, etc. Enfin, l'outil BPMS, utilisé pour implémenter vos processus, sera également un facteur important dans l'ajustement de votre processus à des fins d'exécution. D'ailleurs, certains, au moment de l'automatisation, demandent une redéfinition des processus qui n'est plus réellement conforme à la norme BPMN. Nous n'irons pas plus loin sur ce point puisque notre problématique de pilotage des processus métiers est tout de même plus orientée sur un axe organisationnel et conceptuel. Bien définir votre objectif vous permet d'obtenir un diagramme conforme au niveau de complétude attendu. Mais n'oubliez pas que la complétude n'est pas le seul facteur qualité d'un bon modèle. Il y a aussi la conformité par rapport à la norme de modélisation, la lisibilité, mais surtout la cohérence par rapport à la réalité de votre organisation. Tout l'art du modélisateur est de positionner judicieusement le curseur sur ces différents critères pour répondre à l'objectif.